Hello. Matar. Hi. Hello. Hicham Matar, mesdames et messieurs, avec Alex Clark. Hicham, I've known you for so long, although I haven't seen you for a long Hicham, time. on se connaît depuis tellement longtemps, mais ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On vient de vous prendre en photo et je vous ai dit que vous n'aviez pas pris une ride. On a tous vieilli un petit peu, mais je me suis dit qu'on allait commencer sur cette bonne note avant de commencer à vous poser tout un tas de questions sur votre livre. Moi, j'adore votre travail, et ce, depuis le début. Et ce roman est un roman absolument extraordinaire. Je vous l'ai dit hier, au moment où l'on parlait, c'est un roman dont on se dit, ça prend quelques années à l'écrire, et vous m'avez répondu toute une vie, en fait. Oui, effectivement, c'est un bouquin auquel je réfléchis depuis un certain temps déjà. Et moi, je pense que j'y réfléchis depuis 2012. J'avais cette idée d'un roman sur l'amitié entre trois hommes, et tout particulièrement sur trois amis libyens exilés à Londres. Et je me suis dit que ce serait une bonne manière d'aborder un sujet dont il est difficile de parler, qui est la question des différents tempéraments. Et je me suis dit que le roman, c'est le lieu du tempérament. On a ces trois hommes qui sont liés intimement, mais dont le tempérament est très différent. Ils sont d'accord sur tout un tas de choses, mais leurs tempéraments sont différents. Donc j'ai eu cette idée, j'ai écrit les quelques premières pages, et puis je ne savais pas trop quelle serait la suite. Et c'est vraiment le début du roman. Et ça, c'est ce qui a survécu. Oui, c'est ce qui a survécu. Je le portais, je l'avais en tête. Je vais vous le lire. Mais pour vous donner une idée de comment c'était accueilli dans mon esprit, c'était hébergé dans mon esprit, j'avais ces lignes en tête. Especially those we know best, but as I'm monitoring my old friend Hussam Zouad, so on, I would just have this in my mind. Voilà, c'était ça que j'avais en tête. Vous connaissez toute votre lecture par cœur? Non, je voulais juste vous la réciter, mais je ne savais vraiment pas du tout ce qui allait ensuite se produire. Il y avait des indices déjà dans ce début. Mais j'ai commencé à y réfléchir en 2012. C'était le début. Et puis, il y a quelques années, le British Museum nous a demandé, à ma femme et moi, d'organiser une exposition. Elle est artiste graphique. On a préparé une exposition et on utilisait aussi mon roman. J'utilisais un petit peu mon archive. Je cherchais dans mon archive des choses, des petites notes qui dataient de la guerre qui les sépare. Et j'ai trouvé quelque chose qui datait d'il y a bien plus longtemps que cela, en 2003. Je vivais à Paris et au dos d'une enveloppe, j'avais 3 lignes que j'avais manuscrites. Et c'était un petit peu ça. C'était cette idée de 3 amis qui commencent au même endroit, mais qui finissent à des endroits différents. C'était ça un petit peu l'idée au dos de cette enveloppe. Donc, ça a été une vraie gestation, oui. Puis, vous avez écrit La Terre qui les sépare, qui n'est pas de la fiction. C'était il y a presque 10 ans. Oui, c'était en 2016 qu'il a été publié. C'est une écriture différente, ou bien? Y a-t-il un fossé entre la fiction et la non-fiction pour vous? Non, pas vraiment. Quelque part, j'ai l'impression d'être naturellement romancier. C'est comme ça que je me vois. Et écrire de la non-fiction, je l'écris un petit peu comme je construis de la fiction et mes romans. Ce qui est plus compliqué lorsque vous posez une telle question,
Et ce qui me vient en tête, c'est comment expliquer cette chose bizarre. On a l'impression que chaque livre qu'on écrit recable sa propre imagination. Les livres que l'on écrit sont en destin. On peut les choisir. Bon, moi, j'ai pas l'impression d'être assis et de choisir ce que je vais écrire. Bon, j'ai le choix de ne pas écrire du tout, mais j'ai pas l'impression d'avoir le choix dans le type de livre que j'écris. C'est pas vraiment un choix, ça. C'est un petit peu mon destin de ce point de vue. Mais c'est aussi un destin parce que ça prend du temps d'écrire un livre comme cela. Moi, ça me prend quelques années d'écrire un livre tel que cela. Et les livres vous travaillent, ils vous écrivent d'une certaine manière. Alors, Hicham, on va revenir à mes amis, bien sûr, mais je vais essayer de suivre le fil. Si le livre, d'une certaine manière, bon, vous parlez peut-être métaphoriquement ou pas, mais si le livre est votre destin, est-ce que vous pouvez changer votre destin en l'écrivant? Vous manipulez cela. Il se peut que vous n'ayez pas le choix de l'écrire ou pas, ou dans la manière de l'écrire, mais oui, d'une certaine manière. Mais de mon point de vue, moi, je participe à une pratique et cette pratique m'amène à certaines idées, certaines thématiques, certains sons, les structures de la langue, le rythme, tout ce tas de choses avec lesquelles je travaille au jour le jour. Et c'est ce qui me cultive. Ça requiert de moi un certain nombre de choses. Et je ne chercherai pas forcément ces choses n'importe quel jour, mais j'écoute la musicalité, je me tourne vers les gens. Je ne veux pas faire cela quelque chose de trop dramatique, mais le livre qu'on écrit nous accompagne. C'est un accompagnement intellectuel et sentimental, un petit peu comme toutes les relations dans nos vies, il nous éduque. Alors, on va vous entendre lire le début du livre d'ici quelques instants, mais il s'agit de l'histoire de trois amis. Et vous dites que le tempérament, c'est quelque chose qui les distingue les uns des autres. Et c'est une espèce de relation triangulaire. Les relations sont différentes les uns avec les autres, mais il y a aussi le temps qui fait partie de ce roman. Et il y a deux structures temporelles que vous travaillez. Il y a une petite période de temps où le narrateur traverse Londres et il se remémore un certain nombre de choses. Et vous parlez de ces choses. Et puis, il y a les allées et venues des relations d'amitié et des amitiés qui changent de manière profonde au fur et à mesure que l'histoire évolue. C'est une structure très intéressante. Oui, effectivement, pour tous les auteurs, la temporalité, c'est un protagoniste secret. On fait tous l'expérience du temps et on sait que la temporalité n'est pas la même partout et pour tous. Elle n'est pas forcément linéaire, elle est parfois circulaire. Il y a parfois des strates de temps. Il y a certains moments dans sa vie qui semblent très profonds. La temporalité s'étend. Et puis, il y a des jours, des semaines et des mois, en tout cas pour moi, où tout ça se rétrécit et ça passe très vite et on s'en souvient même pas. Et tout ça, ça m'a toujours fasciné en tant que lecteur et en tant qu'auteur. J'ai toujours été attiré par cela. Je trouve ça tellement intéressant. C'est l'une des raisons pour laquelle la musique est si importante pour moi, car dans la musique, on réfléchit au temps de manière parfois bien plus explicite. Et donc, l'une des choses que je souhaitais créer, c'était un moment où tout s'ouvre. On en a tous fait l'expérience à un moment ou à un autre. La qualité de la luminosité,
un moment de votre journée qui s'ouvre, vous êtes prêt, les choses se produisent. Et il y a tout un tas de choses qui sont absorbées dans cela. Et je souhaitais trouver un tel moment pour mon roman, un moment vaste, mais en même temps spécifique, où le narrateur marche de St. Pancras jusqu'à Shepherd's Bush. Ça prend environ 2 heures. Mais c'est le temps de la narration de tout le livre et en même temps, on revient sur des années, des décennies. Donc il y a cette temporalité-là aussi. Et puis des strates de tempérament avec différents moments qu'il arrive à conjurer. Et au fur et à mesure que tout ceci se produit, il évolue à travers Londres, une ville qu'il connaît très bien. Et cette première page que j'ai mentionnée, il est bien sûr impossible de savoir avec certitude ce que les autres ont dans le cœur, a fortiori nos proches ou les gens que nous connaissons bien, tout particulièrement peut-être ceux que nous connaissons le mieux, mais planté là à l'étage supérieur de la gare de King's Cross, d'où je peux suivre des yeux mon vieil ami Hossam Zowa, tandis qu'il traverse le hall, j'ai l'impression de voir clair en lui, de le percevoir avec plus d'exactitude que jamais, comme si tout du long, depuis 2 décennies que nous nous fréquentons, notre amitié n'avait été qu'une patiente étude et qu'à présent, par une étrange ironie du sort. Voilà, alors cette phrase, elle comprenait tout un tas d'indices. C'est un livre sur le temps, sur cette distance infiniment compliquée entre ce qu'il y a dans notre cœur et ce que l'on exprime. Et à mon sens, c'est le fossé dans lequel se situe la littérature. Donc c'est un livre sur des adieux, mais aussi sur le temps et la distance entre le cœur et l'expression. Bien, vous allez relire ce chapitre d'ouverture pour nous. Et ce que cela fait, c'est que ça met le lecteur en alerte. C'est un chapitre de 3 pages. On est en alerte, on sait que ça va être complexe. Il va y avoir des regrets, des difficultés, une confusion émotionnelle. En effet, votre titre est très clair, mes amis, mais cela commence par des adieux, et c'est peut-être des adieux éternels. Je lis maintenant, oui. Je vais me lever, et c'est pas une menace, hein, c'est pas une menace, c'est plus un signe de respect. Bon, maintenant, on est tous en alerte. Bien. Et nos interprètes, que je remercie car je les ai écoutés jusqu'à présent et maintenant, à mon tour, elles m'interprètent. J'aimerais les remercier pour leur travail. Et les interprètes vont lire la traduction en français du passage. Il est bien sûr impossible de savoir avec certitude ce que les autres ont dans le cœur, a fortiori nos proches ou les gens que nous connaissons bien. Tout particulièrement peut-être ceux que nous connaissons le mieux, mais plantés là, à l'étage supérieur de la gare de King's Cross, d'où je peux suivre des yeux mon vieil ami Hossam Zowa, tandis qu'il traverse le hall, j'ai l'impression de voir clair en lui, de le percevoir avec plus d'exactitude que jamais, comme si, tout du long, depuis 2 décennies que nous nous fréquentons, notre amitié n'avait été qu'une patiente étude et qu'à présent, par une étrange ironie du sort, alors que nous venons tout juste de nous dire adieu, son portrait se dévoilait enfin. C'est peut-être d'ailleurs dans l'ordre des choses que, au moment où une amitié s'achève inexplicablement, ou décline, ou se dissout dans le néant, le changement que nous percevons paraisse inévitable, tel un destin qui s'approchait depuis le début, d'abord lointain, comme quelqu'un qui marche vers nous et ne devient reconnaissable que lorsqu'il est trop tard pour se détourner. Personne n'a jamais résidé plus près de mon cœur. Je suis sûre, en le regardant gagner son train à destination de Paris, cette ville où nous nous sommes rencontrés il y a si longtemps, d'une manière si improbable, qu'il porte, à l'endroit précis où les côtes se rejoignent, un invisible fardeau que j'ai la sensation de pouvoir discerner.
Du temps où il vivait à Londres, il était rare qu'une semaine passe sans que nous nous promenions ensemble au parc ou le long du fleuve. Nous nous lancions parfois dans des débats houleux portant généralement sur d'obscures questions littéraires, disputes qui, comme toutes les disputes peut-être, cachaient d'autres désaccords plus profonds. Il m'arrivait, à mon grand regret, tant ce geste m'a toujours paru déplaisant, de planter mon index dans sa poitrine, puis de laisser ma paume y reposer un bref instant, comme pour stabiliser ce qu'il me semblait avoir déposé à cet endroit. Et je notais alors, une fois de plus, le destin si particulier de ces côtes, ces eaux étrangement saillants, comme dans l'attente constante d'une agression. Il ne sait pas que je suis encore là. Il me croit parti, filant vers le dîner auquel je lui ai dit que j'étais déjà en retard. Je ne sais pas très bien pourquoi j'ai menti. Tu dînes avec qui, a-t-il demandé. Personne que tu connaisses, ai-je répondu. Il m'a regardé alors, comme si nous nous étions déjà séparés et que le présent était le passé. Moi, debout sur le rivage, et lui à bord du bateau, voguant vers l'avenir. Ce fardeau dans la poitrine, je le vois, a tiré légèrement ses épaules en arrière, faisant basculer ses hanches vers l'avant, comme pour compenser et l'empêcher de tomber à la moindre poussée, peut-être la première. Pourtant, vu d'ici, il a vraiment l'air d'un homme possédé par l'action, allant de l'avant, bien décidé à entrer dans sa nouvelle vie. Ces dernières années, depuis 2011, depuis la révolution libyenne et tout ce qui en a découlé, la litanie d'échecs et d'occasions manquées, les enlèvements et les assassinats, la guerre civile, des quartiers entiers rasés, les milices qui font la loi, ont changé Hossam. Sa posture en a porté la preuve, ses traits aussi. Le discret tremblement de ses mains, perceptible à chaque fois qu'il approchait une cigarette de ses lèvres, le doute autour des yeux, le climat de prudence qui y régnait, un visage comme une contrée sujette au mauvais temps. Peu après le début de la Révolution, il est rentré au pays et, naturellement peut-être, une distance s'est créée entre nous. Lors de ces rares visites à Londres, nous étions à l'aise l'un avec l'autre, mais le cœur n'y était plus autant. Je suis sûr que lui aussi a remarqué ce changement. Il logeait parfois chez moi, dormant sur le canapé de mon studio, et dans cette pièce partagée, nous pouvions parler dans le noir jusqu'à ce que l'un des deux s'endorme. Mais la plupart du temps, il prenait une chambre dans un petit hôtel à Paddington. Nous nous retrouvions là-bas, et le quartier, organisé autour de la gare ferroviaire, qui emplit les rues alentour d'un air transitoire, nous donnait l'impression d'être des visiteurs et accentuait le sentiment que notre amitié n'était plus qu'une réplique de ce qu'elle avait été jadis, quand il vivait ici, et que nous partagions cette ville comme donuts ouvriers leurs outils. Mais à présent, quand il parlait, il détournait souvent le regard. On aurait dit qu'il pensait tout haut ou était engagé dans une conversation avec lui-même. Et quand je lui racontais une histoire, je me penchais en avant sans même le vouloir et notais dans ma voix une touche presque plaintive, comme si j'essayais de le convaincre d'une proposition saugrenue. Nul n'est plus capable de mensonge, ni n'en a besoin davantage que ceux qui veulent que leur chemin ne se sépare jamais. Merci. Merci beaucoup. À vous écouter lire cela et en réfléchissant à cette promenade qui ouvre le roman, je pense au rythme, à quel point il est important. Vous avez parlé des indices que vous aviez trouvés dans ces premières idées
noté, couché sur papier. Il y a des indices pour nous aussi. On sait qu'il y aura des espaces transitoires, des espaces où les gens essaient de planter des racines. Peut-être peut-on parler de la nature, de cette amitié, avant de parler de du troisième ami dans ce triangle. Ce qu'il est important de noter, c'est que Khaled, le narrateur, rencontre Hossam, non pas en personne au début. Effectivement, Hossam est un écrivain et il entend une histoire écrite par Hossam à la radio sur BBC Arabic Service. Alors que Khaled a 14 ans, il vit encore à la maison avec sa famille et ils écoutent cette histoire ensemble. C'est une histoire un petit peu particulière. C'est une histoire qui porte sur un homme qui est dévoré par son chat. Et le chat dévore cet homme, arrive à la tête, et l'homme dit non. Et le chat part. De toute évidence, c'est une allégorie politique assez similaire aux nouvelles écrites à cette époque. Quand j'étais petite, ils essayaient de parler de politique sans qu'on puisse les accuser de dire quoi que ce soit de politique. Mais cette histoire, elle infecte Khaled et son imagination. C'était un avide lecteur à l'époque déjà, mais cette histoire lui parle vraiment. Ultérieurement, 10 ans plus tard, il devient ami avec l'auteur. Et à cette époque-là, tout a changé. Il est désormais jeune homme, il vit à Londres, ou plutôt il s'est rendu tout d'abord en Écosse, il va étudier à Édimbourg, il se rend à Londres, et tout d'un coup, de manière assez inattendue et traumatisante, il devient suspect, quelqu'un qui doit vivre de manière quasi clandestine. C'est comme s'il n'avait pas d'identité. Oui, alors Khaled, 4 ans après cela, est extrêmement chanceux. Il reçoit une bourse pour aller étudier la littérature à l'université d'Édimbourg. Il s'agit d'une subvention de l'État. Et il se rend à l'université d'Édimbourg où il rencontre le troisième ami du triangle, Mustapha. Mustapha, qui est également un étudiant en littérature. À l'époque, la blague, c'était que ces subventions de l'État allaient à 2 types de personnes, des lecteurs et des auteurs. Il y avait des gens qui allaient étudier, qui s'intéressaient à leurs études, donc les lecteurs, et puis il y avait les auteurs, ceux qui allaient écrire des rapports sur tous les autres. Mais la majorité allait à l'université pour pour passer quelques années à l'étranger, pour s'amuser. Ils ne s'intéressaient ni à la lecture ni à l'écriture. Et ces 2 amis plutôt, sont des lecteurs. Ils se rendent à Londres parce qu'en avril 1984, et certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, il y a eu un événement très marquant. Une manifestation a eu lieu, ce qui était à l'époque l'ambassade libyenne, place St. James. Des manifestants, des étudiants libyens se sont rendus à Londres depuis toute la Grande-Bretagne pour manifester contre les attaques à l'encontre des étudiants à la maison, étudiants qui étaient arrêtés, exécutés. Et les étudiants à l'étranger se sont dit, on leur doit de manifester. Et comme ils s'inquiétaient de leur identité, ils portaient tous des cagoules, des masques, ce genre de choses. Et à partir de la fenêtre du premier étage de l'ambassade, le personnel de l'ambassade ouvre le feu sur les manifestants. C'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment arrivé. Il tire sur 11 manifestants et il tue Yvonne Fletcher, une officière de police qui travaillait à ce moment-là. Cet événement m'a vraiment marqué. Moi, j'étais bien plus jeune que mon protagoniste. Je n'avais que 13 ans. J'avais 5 ans de moins que Khaled à l'époque. Mais Khaled, à 18 ans, il se rend à cette manifestation avec Mustapha. Ils sont blessés et ça change toute leur vie. Ils ne peuvent plus retourner à Édimbourg.
car ils s'inquiètent d'être identifiés par les écrivains, les écrivaillons, et ils ne peuvent plus rentrer à la maison. Donc ils restent à Londres et toutes leurs attentes de la vie, tous leurs projets sont bouleversés. Ils doivent improviser un petit peu comme les émigrés et les exilés. Ils doivent se traduire, se transposer dans cet endroit, transposer cet endroit en eux, la langue, les manières. Ils doivent apprendre à vivre loin des gens qui leur sont les plus proches. Ils deviennent, ces trois amis, deviennent des co-conspirateurs d'une certaine manière. Ils s'improvisent une vie ensemble. Ils improvisent leur vie, mais de manière très différente, tous les trois. Donc le tempérament, le temps, le chance, tous ces facteurs se réunissent à ce moment-là, convergent. Mais je voulais vous parler de cette idée d'exil et d'amitié chez vos personnages, parce que Khaled est complètement changé dans l'instant où il est blessé. Et il agit de manière qui lui permet de devenir le narrateur de l'histoire. Il s'instruit. Il était lecteur au départ, il est toujours lecteur, il se renseigne. C'est une forme d'action, mais ce n'est pas le même type d'action que celle qui prennent ses amis. Khaled, c'est vrai, il retourne dans son pays. Et Hossam aussi. Mais Hossam prend un train pour aller à Paris, d'où il va se rendre à San Francisco. Et cela, c'est presque une fin d'amitié définitive. Mais Hossam est présent d'une manière qui me touche. Son présent est rudimentaire et assez aride, mais il veut rester dans ce présent. Nous l'attrapons à ce moment où il fait l'inventaire de ce qui lui reste maintenant qu'il n'a plus ses amis. Et l'amitié, c'est fascinant. L'amitié, c'est beaucoup de choses, mais c'est entre autres une histoire d'amour. Comme nul autre. Les frères, les sœurs, les parents sont impliqués aussi dans une histoire d'amour, mais cette histoire d'amour familial est plus étoffée. Nous savons que les liens du sang nous obligent. Avec toutes les structures familiales que nous avons organisées en tant qu'êtres humains. Nous savons, par exemple, que l'on finit par aimer des gens que l'on n'aime pas bien parce qu'ils font partie de notre famille. Dans les relations amoureuses, il y a aussi un protocole, des vœux qui sont échangés. Et il y a même cette supposition chez les gens qui ont des structures amoureuses avant-garde qu'il y a soit une exigence de fidélité, soit une résistance contre la fidélité, mais c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Tandis que l'amitié peut être multiple. Nous avons souvent plusieurs amis en même temps et nous faisons des infidélités, en ce sens que nous montrons des parties de nous aux uns et aux autres, mais pas tous en même temps. Parce que nous savons que celui-ci va apprécier tel ou tel trait de caractère. Nous savons que si l'on veut gâcher une amitié, la meilleure chose à faire, c'est de dire, ben voilà, nous allons être amis comme ça et pendant toute notre vie. Autrement dit, l'amitié réussie, c'est une amitié expérience. Et ces trois amis essaient de trouver un équilibre dans cette liberté amicale, la recherche de la meilleure forme d'amitié, tout en étant dans un espace très restreint, l'espace qu'est l'exil.
Ils ne peuvent pas vraiment prospérer, s'épanouir. Et ils sont toujours en attente d'un événement, n'est-ce pas? Ils pensent qu'il va arriver quelque chose dans leur pays natal et c'est le cas, mais l'événement n'est pas toujours celui auquel ils s'attendent. J'aime beaucoup l'espace que vous utilisez dans le roman et qui est un café, le café où ils se rencontrent. Bon, il y a beaucoup d'autres espaces, mais comme vous le dites, lorsqu'ils se retrouvent dans ce café, parfois avec des femmes, il y a cette impression que l'on a qu'ils sont co-conspirateurs. Est-ce qu'ils auraient pu avoir une telle amitié s'ils n'avaient pas été exilés? Quelle importance prend l'espace exil? Oui, c'est une bonne question, mais c'est très difficile de le dire. Ma connaissance de cette question s'arrête aux frontières du livre. Par exemple, quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce qu'il ne rentre jamais dans son pays. Bon, c'est vrai, il ne rentre pas dans son pays, mais nous le voyons à un moment où il pourrait rentrer. Peut-être qu'il est rentré après la fin du roman, j'en sais rien. Mais je sais par contre d'autres choses sur lui qui se trouvent dans le périmètre du livre, mais qui ne figurent pas dans le livre. J'ai écrit d'autres textes pour renforcer ma connaissance de Khaled. Par exemple, Khaled arrive à l'âge de 18 ans, il n'a jamais fait l'amour. Je me suis dit, mais comment est-ce que Khaled perd sa virginité? Dans quelles circonstances? Je me suis dit, il faut que je l'écrive. Je l'ai écrit et j'étais convaincue par mon propre texte. Je me suis dit, oui, c'est comme ça qu'il a perdu sa virginité, c'est logique. Mais ça n'avait pas sa place dans le roman. Alors, je ne l'ai pas retenu. Ah, je suis contente de vous l'entendre dire parce que je me disais, mais je ne me souviens pas de ce passage-là. Alors, ce n'est pas ma mémoire qui est en cause. Mais vous deviez savoir, vous aviez besoin de savoir. Oui, je devais mieux comprendre Khaled. Hossam et Khaled. Hossam est un écrivain qui a cessé d'écrire. C'est une posture difficile. Il est visité par des idées et il les repousse. Il ne veut pas écrire. Et Khaled a toujours l'espoir de convaincre son ami de se remettre à écrire et de s'engager à nouveau en tant qu'écrivain. Mais je savais également, enfin, je me suis demandé à quoi pense Hossam lorsqu'il est seul. Parce que, comme nous le savons, nous pouvons avoir des conversations honnêtes avec nos amis, mais ce ne sont pas les mêmes conversations que nous avons quand nous nous retrouvons tout seuls. Je voulais savoir, et j'ai découvert que Hossam faisait des tentatives pour écrire. Il travaillait à des ouvrages et je voulais savoir quels étaient ces ouvrages et quel était le problème. Pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à avancer? Donc, j'ai dû écrire des histoires, des échecs d'écriture pour Hossam. Vous l'avez vraiment fait? Oui, j'ai écrit ces histoires ou ces ébauches qui ne figurent pas dans le livre. Cela me donne ce que je veux par-dessus tout. Paradoxalement, on parle de son d'un personnage, mais ce qui m'intéresse, c'est son silence. Qu'est-ce que ça ferait de s'asseoir à côté d'eux le soir dans une voiture sans que personne ne dise mot? Je voulais savoir quelle impression ça ferait. Alors, ce sont des textes extra-littéraires, si vous voulez, qui n'existent que pour ma propre connaissance. Et ils existent dans le périmètre du livre, différents niveaux, mais ils ne font pas partie du livre. Dans les limites du livre, et suggérées, mais non explicites, nous avons tant d'histoires qui ne sont pas racontées. Parfois, elles sont explicites. J'ai trouvé cela très émouvant. Enfin, ça m'a bouleversée. C'était l'histoire de Khaled qui adore sa famille et qui doit s'inventer une vie complètement différente à raconter à sa famille en raison de la censure et de la surveillance.
Il s'éloigne volontairement de sa famille sans le vouloir et c'est un crève-cœur. Tout à fait. Les appels sont écoutés ou étaient. Je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation, ni ma famille proche, mais mes cousins, mes tantes, etc. en Libye. Eh bien, quand je les appelais, j'entendais quelqu'un d'autre qui décrochait dans un autre endroit. Et ça change ce qu'on peut dire, et donc ça change la relation. Le courrier arrive et il a déjà été ouvert. L'on sait qu'on est surveillé. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui a l'effet souhaité. Et ça vous incite à vous demander, mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Je ne suis pas activiste politique, je ne suis pas quelqu'un qui agit contre le régime, et s'ils le font, je pense que c'est pour altérer cette intimité. Le pouvoir n'aime pas l'intimité, la complicité. Ce pouvoir-là est comme une femme jalouse qui veut suivre son mari partout. Alors, vous avez raison, Khaled ne voudrait pas que ses parents sachent pourquoi il n'est pas rentré au pays. Il ne veut pas leur faire mal. Il ne veut pas qu'ils sachent qu'il a été blessé. Il est devenu traducteur, il s'invente toute une vie. Mais puisqu'ils sont très proches, ses parents comprennent qu'il ment. Et ça porte atteinte à la relation. On peut se l'expliquer, oui, on peut comprendre, mais si vous savez que votre proche vous ment, même s'il y a une bonne raison, cela complique cette relation basée sur l'intimité, la complicité, et ça interroge même la nature de l'intimité. C'est une forme de corruption de la relation. Et pour un livre qui tourne vraiment autour de l'amitié, ce qui est intéressant chez Khaled, c'est ce besoin de solitude, son besoin de dresser des barrières. Il n'aime pas le changement. Il fait son trou à Londres. Sa vie n'est pas formidable, mais c'est son espace. Oui, il ne bouge plus. Et on a constamment l'impression, et c'est pour cela aussi que le livre est si profondément bouleversant, que vous savez qu'il vient de fermer beaucoup de portes. Mais bon, après, c'est la vie. Quand on fait des choix, on ferme des portes. Mais sa vie est très compromise ou très restreinte. Oui, tout à fait. Je n'arrivais pas à me décider si c'était le portrait de quelqu'un qui était courageux ou non. Parce qu'il y a quelque chose de très courageux à l'idée de s'engager uniquement dans le moment présent. Et le titre est possessif, mes amis. Et plus je travaillais à ce roman, plus j'avais l'impression que j'aurais pu dire mes livres. Khaled, c'est quelqu'un qui a toujours un livre dans la poche et ses écrivains préférés l'ont vraiment aidé à trouver sa voie dans la vie. Il a une relation très curieuse avec Londres. Et nous le voyons à ce moment clé où il se promène et il déambule, il ne rentre pas chez lui directement. Il prend des détours. Il ne sort jamais son téléphone pour trouver son chemin, comme on a tendance à le faire. Autrement dit, il connaît si bien la ville que même en prenant des détours, il arrive chez lui, mais en même temps, il est coincé, comme vous le dites, dans le fait d'avoir été laissé derrière. Ses amis sont partis, il ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Et j'ai trouvé cette contradiction extrêmement fascinante. Cela évoquait des parallèles, comme par exemple, non seulement il adore la lecture, il les lit attentivement, il a placé sa foi
dans les livres et pour trouver sa place dans la ville. La partie du livre qui traite des auteurs qu'il aime et des livres qu'il lit est très puissante parce que cela ne décrit pas uniquement son intellect, mais également ses relations, ses sentiments liés au livre. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était que ces auteurs, Robert Louis Stevenson, on pense à Dr. Jekyll et M. Hyde. Ce n'est pas lui, mais il y a un certain conflit entre les deux parties de lui. Vous écrivez également sur la convergence dans sa liste de lecture entre la littérature arabe et la littérature anglaise. La littérature arabe que son père l'a fait connaître et comment il en fait un corpus uni qui le définit dans un certain sens. Oui, je dirais que c'est peut-être le détail le plus autobiographique du livre. Je suis enragé d'un certain côté par ces distinctions. C'est peut-être important pour l'académie ou dans une bibliothèque, mais dans la vraie vie, nous avons tous ce patrimoine fabuleux qui est tellement diversifié dans toutes les langues et dans tous les genres qui existent. Et donc, je suis, au fond de moi, perturbé par le fait que Abu al-Mari est inconnu ici ou en Angleterre. Des amis qui lisent très largement ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas les autres auteurs que j'affectionne. Cela ne veut pas dire que j'ai lu tous les auteurs non plus, mais les gens lisent quand même en suivant des sortes de critères culturels, ce qui est très restrictif. Pour lui, Joseph Conrad, et Taïeb Salih et d'autres font partie d'un même flux historique, ce qui me semble assez logique. C'est très révélateur, n'est-ce pas, quels sont nos auteurs préférés à différents moments de notre vie. Vous écrivez sur Conrad et sur sa relation avec Conrad. Conrad s'est réinventé et s'est exprimé dans une langue qui n'était pas sa langue maternelle. Plusieurs autres auteurs ont fait de même. Cela veut dire qu'on a une vie double dans un certain sens. Et oui, si je suis honnête, c'est le revers de la médaille pour moi. Vous avez entendu la passion dans ma voix quand j'en ai parlé. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité, parce que l'autre face de la médaille, c'est que quelqu'un comme moi est toujours dans un état de désespoir sourd à cause de son exil. Aujourd'hui, je suis rentrée dans la bibliothèque, qui est magnifique, et j'ai trouvé toute une étagère de poèmes par un de mes poètes favoris, Adonis. J'ai fait mes études en anglais, j'écris en anglais, je réfléchis en anglais, mais l'arabe est quand même ma première histoire d'amour linguistique. C'est ainsi. Il n'y a pas de problème ou de résolution. C'est une polyphonie, parfois harmonique, parfois disharmonique. Et ensuite, j'ai lu une ligne dans un de ses livres et j'ai ensuite passé un moment avec Hannah que nous allons entendre dans quelques instants. Et dans cette ligne, il disait: le vent, c'est le dialecte de la nature. La lumière, c'est sa langue classique.
Et j'étais assis avec Anna. Nous buvions notre thé, le vent s'est levé et la toile de la tente a commencé à me frôler. Ces moments sont vraiment des moments où on est sur une sorte de faille. Alors, mon plaidoyer passionné pour que vous lisiez tous Abu al-Mari et d'autres, c'est simplement pour vous dire il faut lire plus et autrement. Mais c'est également ma propre aspiration un peu ridicule de voir cette faille se résoudre, se combler. Bon, je vais vous poser une question qui est sans doute impossible, mais si cette faille n'existait pas entre les langues, entre les cultures, entre les pays, si vous n'aviez pas vécu toutes ces vies différentes, sur quoi écririez-vous? Est-ce que vous écririez même? Je ne pense pas simplement des sujets qui seraient à votre portée. Je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant. Ça me vient à l'esprit maintenant. C'est peut-être lié à cela, mais hier, on était là et on écoutait la séance sur l'amour qui était absolument fantastique. Et ce que cela peut être, ce que cela pourrait être, ce que cela pourrait devenir. Et à ce stade, je me disais, je réfléchissais aux pages d'ouverture de la métamorphose d'Ovide qui parle de la transformation de la Terre, du chaos. Mais le chaos d'Ovide, c'est pas notre chaos. On dit, ma journée a été un petit peu chaotique. On l'utilise de manière un petit peu triviale, alors que dans la langue d'Ovide, le terme de chaos ne veut pas du tout dire la même chose. Le terme de chaos, c'est un état d'indifférence, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on aime quelqu'un, mais que ça n'est pas un amour partagé, on a l'impression que c'est un petit peu chaotique. Et il met le doigt sur quelque chose d'intéressant en matière de chaos et d'indifférence. Et comment est-ce que l'on résout l'indifférence dans la métamorphose d'Ovide? Eh bien, les distinctions entre les choses sont définies. La ligne entre la terre et la mer, entre la mer et le ciel, la nature arrête d'être indistincte. Elle cesse d'être indistincte. Donc, en d'autres mots, la philosophie contenue dans la métamorphose d'Ovide, c'est que l'harmonie, l'amour, le sens, quelque part, ça se retrouve dans les relations, dans les contacts. C'est là que l'on trouve un sens. Là où les choses se rencontrent, c'est là que réside le sens. Et hier, en écoutant la séance sur l'amour, je me suis dit, c'est une définition possible pour moi. L'amour, c'est le sens, c'est le contact, là où réside le sens. C'est pourquoi, quand une histoire d'amour ne finit pas très bien, on a l'impression que tout est très chaotique, que plus rien n'a de sens, car cela promet du sens, mais il n'y en a pas. Oui, effectivement, le sol se dérobe sous nos pieds. Oui, et la raison à cela, pour analyser ma réponse, la raison pour laquelle j'y ai pensé au moment où vous m'avez posé cette question, c'est qu'il y a une chose que je trouve très intéressante chez quelqu'un comme Joseph Conrad, c'est que le sens le ravive. C'est l'un de ces auteurs qui met vraiment le doigt sur les choses. Il arrive à éclairer les choses, à les illuminer. Et il fait en même temps quelque chose dont parle H.G. Wells. Ils étaient amis. Il dit c'est un auteur brillant, mais parfois il rentre dans le brouillard, on ne sait plus de quoi il parle, et puis ensuite il en ressort. Et c'est vrai avec Joseph Conrad, tout le sens s'effondre, et c'est ce qui me fascine. Hicham, j'aimerais faire intervenir le public, mais avant cela, j'aurais une dernière question. C'est une question à laquelle on pourrait dédier 1 heure, mais vous avez parlé, vous avez écrit
de choses profondément personnelles. Vous avez également écrit à propos d'événements très traumatisants, des choses qui se passent, des conflits, des guerres, de la violence. Mais il y a également de l'introspection. Et en même temps, vous avez un style d'écriture, un ton qui est très impressionnant et très émouvant à lui seul. C'est très contrôlé, très doux. Le mot doux me vient toujours à l'esprit. Alors je me demande pourquoi vous faites cela et est-ce que cela veut dire pour vous? Eh bien, je ne sais pas vraiment. J'espère. Bon, ce que vous dites me touche beaucoup. C'est très important à mes yeux, mais j'espère que c'est la vérité. Et si c'est la vérité, si c'est vrai, c'est peut-être parce que ce qui m'intéresse, ce sont les questions qui attirent l'attention. L'attention que l'on porte aux choses change les choses. Notre manière d'écouter, de voir, de participer, cela change le monde. J'y crois profondément. Il y a un lien entre l'attention et la justice. Si l'on veut vraiment causer du tort à quelqu'un, on lui prête aucune attention. C'est pas pour rien, par exemple, que en Israël, à l'heure actuelle, il n'y a aucune couverture de ce qui se passe à Gaza. La plupart des gens en Israël n'ont jamais vu les images que nous, on voit, à moins qu'ils fassent une recherche délibérée. Donc il y a un lien entre l'attention que l'on porte aux choses et les conséquences que cela peut avoir. C'est quelque chose qui me préoccupe. Et certains membres de ma famille, surtout mon père, qui a été un prisonnier politique, qui a disparu du système pénitentiaire, qui a été torturé, bien ces questions ont toujours été très proches à mon cœur. Qu'est-ce que l'on doit faire pour torturer quelqu'un? Qu'est-ce qui permettrait cela? Quelles sont les choses qui compliqueraient cela? Et puis, il y a aussi mon sens de l'obligation. Moi, je dois prêter attention à la torture. J'ai un intérêt assez particulier et j'ai une espèce de tendresse vis-à-vis du fils de l'homme qui a torturé mon père, mais je ne sais pas très bien qui il est. C'est un petit peu compliqué et ce genre de questions sont en moi. Elles l'ont toujours été. Et plus les choses sont insupportables, plus on doit les considérer avec une certaine tendresse, ce qui permet de le supporter. Si on peut le supporter, ça devient plus sophistiqué. C'est peut-être un mythe, mais si c'est un mythe, ça me convient très bien de fonctionner comme cela. C'est mon mythe. Merci Hicham, merci beaucoup pour cette réponse très éclairante. Alors, je dois me tourner vers le public pour prendre vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Hicham Matar? Je crois que j'ai vu une main levée. Je ne vois pas forcément très bien le public. On a parlé de la vieillesse. Peut-être ce monsieur au premier rang. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, la moitié m'a endormi. Oui, c'est ce que j'ai vu. Mais la moitié m'a fait sortir de ce rêve profond. Et il y a une chose qui m'a fait sortir de ce sommeil profond, c'est que c'était la question de l'amour, des relations entre deux personnes. Est-ce que vous avez un point de vue particulier sur ce qu'est l'amour de soi, l'amour que l'on se porte à soi?
quelque chose qui est inatteignable pour soi-même? I mean, you know, I'm not. Eh bien, je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir entièrement compris. Bon, oui, effectivement, on a parlé un petit peu du respect que l'on a pour soi-même, de la tendresse dont on peut faire preuve. C'est quelque chose dont vous parlez. Et dans le roman, il y a des moments où les personnages se montrent pleins de compassion, de tendresse. Et ça semble important à vos yeux. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une autre question? Bonjour. J'aimerais revenir à votre constat sur l'information, la division de l'information. Je suis curieux d'une chose. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un fardeau, d'avoir une responsabilité? Est-ce que vous avez besoin de partager l'histoire récente de la Libye avec votre lectorat? En effet, de mon point de vue, c'est par vous que j'en ai su plus. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir cette responsabilité? C'est une très bonne question. Non, pour être tout à fait honnête, j'ai pas l'impression que c'est un fardeau. Je ne m'y sens pas obligée. J'écris un petit peu comme un lecteur, d'une certaine manière. J'écris la première phrase, le premier paragraphe, la première page, et puis je me pose la question de la suite. Ultérieurement, une fois que le livre est avancé, je réfléchis aux grandes questions. Avec ce roman, je me suis rendu compte à mi-parcours que le livre portait sur l'amitié et puis que c'était un petit peu métaphysique, que le livre pense qu'il a une amitié avec le lecteur. Donc il y a des longues phrases un peu formelles et puis ensuite ça s'accélère, les phrases se raccourcissent, des informations plus intimes, plus privées sont partagées dans la deuxième partie du roman et Khaled n'aurait pas été à l'aise de le faire dans la première partie du roman. Donc j'écris un petit peu comme un lecteur de ce point de vue-là, mais tout du moins consciemment, je n'ai pas envie d'avoir un effet particulier sur vous. Alors, ça me ravit que vous vous rapprochiez de cet endroit qui est cher à mon cœur. Si ça vous a permis d'en savoir davantage, c'est génial. Mais pour être 100% franc, c'est pas vraiment mon objectif. Alors, il y a un objectif, il y a un espoir. J'espère retourner le plaisir que j'ai eu en tant que lecteur. Je me sens très russe quand je lis de la littérature russe. Je me sens femme quand je lis des romans. Je me sens complètement différent, politiquement, idéologiquement, en lisant des romans. Et donc, ça, pour moi, c'est très important. Ça fait partie intégrante de tout projet et qui souhaite atteindre nos cerveaux, nos esprits. J'aimerais me dire que je participe de cette entreprise, mais en tout cas, ce n'est pas conscient. Je suis entièrement d'accord. Je découvre des choses, je vois des choses d'une nouvelle perspective en vous lisant. Mais Hicham, on est un petit peu à court de temps. J'aimerais juste rappeler quelque chose qui s'est passé hier. Hicham, vous et moi, bon, je dois le dire, c'est rien de grave, rien de grave. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas dire qu'on était complètement sous avec les autres auteurs. Non, on n'est pas là pour corrompre qui que ce soit. Mais je me suis mal comportée, en effet. On est sortis, on voulait voir le lac. La soirée était absolument fantastique. Bon, moi, j'étais en train de fumer une cigarette. Hicham, très galant, m'accompagnait. On regardait le paysage. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un jeune ado
qui a couru, on s'est demandé ce qui se passait et il a sauté dans le lac. C'était très inattendu. Nous, on s'est dit, punaise, il fait froid, il va se geler, est-ce qu'il a apporté une serviette? Mais nous, on était là, c'était des amis. Et c'était un moment fantastique pour eux. C'était comme s'ils illustraient notre propos. Oui, effectivement, j'adore cette illustration. Hicham, cette expérience de lecture m'a transformée. Je ne sais pas ce que cela a pris pour vous de l'écrire. Nous sommes en tout cas ravis que vous en ayez parlé avec nous. Et nous devons finir la séance pour que la suivante puisse se préparer. Hicham sera disponible pour signer vos livres à l'étage supérieur.